Cette attaque du projet de loi El Khomri, Valls, Macron contre le Code du travail est une bombe. C'est un siècle de l'histoire de France qui est en jeu. Le Code du travail, il est né en 1910. Et c'était 4 ans après la catastrophe de Courrières. Un immense coup de grisou dans le fond d'une mine qui tue 1099 mineurs. Et le patron, il est comme Gattaz à l'époque, il dit « reprenez le boulot tout de suite, sinon le charbon polonais va arriver, et sinon je vous mets à la porte ». Et les gens retravaillent alors qu'il y a encore des survivants. 12, 13, 14 survivants vont sortir de là 12 jours après. Alors à l'époque, il n'y a pas BFM Télé, il n'y a pas iTélé et tout ça, mais l'opinion est totalement secouée par ce qu'il produit. Et la décision historique qui est faite à ce moment-là, c'est de créer le ministère du Travail. Écoutez-moi bien sur ce point. Le ministère du Travail est créé pour échapper au ministère de l'Économie. C'est-à-dire qu'on commence à bâtir les droits des salariés contre les exigences des patrons d'entreprise et les exigences de productivité économique et tout ça, des entreprises. Et pendant un siècle, le Code du travail va se construire de lutte en lutte, de débats parlementaires en grève, de 1936 à 1968. Le Code du travail va se construire comme une montée progressive des droits des humains au travail. Et là, ce qu'on nous dit aujourd'hui, parce que c'est la première ligne du projet El Khomri Badinter, c'est que les droits des humains doivent être soumis au bon fonctionnement de l'entreprise. C'est-à-dire qu'on inverse 100 ans d'histoire. François Hollande, à la conférence de presse de septembre dernier, dit on va adapter le Code du travail aux besoins des entreprises. C'est là qu'est la trahison, c'est là qu'est la contre-révolution, c'est là qu'est la rupture théorique, juridique, historique, fondamentale, avec toutes les conséquences pratiques. Et la première phrase de la loi El Khomri, qui est extraite du préambule rédigé par Badinter, dit bien on va subordonner les droits et libertés fondamentales au bon fonctionnement de l'entreprise. Et là, c'est ça qu'on ne peut pas accepter. Parce que c'est la négation même d'un code du travail, c'est la négation même du droit de ceux qui travaillent en entreprise. Et c'est en ça qu'il faut... C'est pas une... Après, il y a 100 mesures inacceptables. Mais tout est dans ce premier point et ce premier préambule. C'est ce point-là qui mérite de dire retrait de la loi El Khomri. C'est ce point-là qui mérite de dire il faut une grève nationale pour empêcher ça. C'est ce point-là qui permet de dire nous devons stopper cet aspect contre-révolutionnaire. Je pèse bien mes mots, hein, je ne fais pas de l'excès. C'est au sens destruction d'une conception de la défense des salariés qui a prévalu pendant un siècle chez nous, dans notre pays. Et là, on va passer à un droit américain, on va taftaïser le droit du travail avant l'heure. Bon, et je le dis parce que on nous dit parfois, mais le préambule de Badinter, il n'est pas... si, il est tout mauvais. Parce qu'après, tout repose sur la personne, la dignité de la personne, pas sur le salarié. Après, il n'y a plus de chiffres. C'est-à-dire qu'on ne nous dit pas ni 35 heures, ni 48 heures. Tout ça est déstructuré et libéralisé, vu avec une autre façon. C'est-à-dire qu'il y aurait une égalité entre le salarié et l'employeur. Ce qui, bien sûr, n'existe pas. Puisque le contrat de travail, c'est un lien de subordination juridique. C'est l'employeur qui décide de la naissance du contrat, de la gestion du contrat et de la rupture du contrat. Et ce n'est pas le salarié. Il n'y a pas de droit au choix, au volontariat dans le code du travail. Ça n'existe pas. Il nous a dit ça pour le dimanche. Mais essayez de travailler le dimanche si votre patron ne veut pas. Essayez de ne pas travailler le dimanche si votre patron veut. Vous êtes subordonné, c'est lui qui décide. Et c'est pour ça qu'il y a un droit en contrepartie. C'est parce que vous avez été subordonné que vous avez un droit. Et ce qu'ils veulent dire maintenant, c'est que vous êtes soumis librement, avec votre consentement, et donc vous n'avez plus de contrepartie. Et après, ça se discuterait les yeux dans les yeux avec votre patron pour savoir si vous travaillez 12 heures au lieu de 10 heures, si vous travaillez 60 heures au lieu de 48 heures, ça ne serait plus du domaine de la loi. Ça ne serait plus l'ordre public social, ça ne serait plus l'état de droit dans les entreprises, c'est soumis à l'appréciation du rapport de force interne à chaque entreprise. Donc vous pouvez être amené à signer n'importe quoi, sinon on vous vire. Il y a des journées de 12 heures, il y a des semaines de 60 heures possibles. Mais le patron peut, en plus de ça, vous faire signer un contrat forfaitaire, de gré à gré, dans lequel vous travaillez encore plus.
Et c'est donc c'est là qu'il n'y a plus de limites. Or, les durées du travail ont été faites pour qu'il y ait des limites, pour protéger la santé des gens, pour protéger la vie des gens, pour protéger l'emploi, le partage de l'emploi. Et c'est pour ça qu'au début, nos aînés se battaient, par exemple, et je pense que c'est toujours d'actualité, les 3-8. Dans une journée 3-8. 8 heures de travail, 8 heures de loisirs et 8 heures de repos. On dit c'est terriblement... Oui, c'est organisé exprès. C'est-à-dire que vous travaillez 8 heures, mais vous pouvez vivre pour vos enfants, pour tous les loisirs que vous voulez, et votre corps peut se reposer. Si maintenant on revient au 19e siècle avec le projet, c'est-à-dire vous allez avoir des journées de 14 heures, 15 heures, 17 heures, mais votre corps il va en mourir, comme c'était le cas à l'époque. Vous aurez les AVC, les accidents cardiaques et vasculaires, et vous n'aurez pas de vie propre, personnelle. Alors on dit oui, mais ça sera étalé, puis il y aura des jours de repos, des RTT. Mais c'est pas pareil que d'avoir des choses étalées, etc. Parce que maintenant, la durée du travail dans la loi El Khomri se compte sur 3 ans. Mais votre corps, il fonctionne pas sur 3 ans. On dit maintenant qu'on peut ne plus prendre les congés payés qui ne sont plus obligatoires. Mais votre corps, il a besoin de congés payés de façon régulière et pas espacée. Et puis ensuite, après, on va vous dire, dans la loi El Khomri, que le repos quotidien peut être fractionné. Mais comment allez-vous vivre avec un repos fractionné? Et le repos quotidien est de 11 heures. C'est d'une durée d'ailleurs européenne. Si vous le fractionnez, quel est le résultat pour vous? Pour votre entourage? Pour votre vie? Et puis en plus, il devrait l'allonger, ce repos quotidien. Puisque la vérité, c'est qu'il y a le temps de transport. Et donc en vérité, si c'était 8 heures, 8 heures, 8 heures, on aura un repos quotidien de 16 heures et une journée de 8 heures. C'est ça qu'il faut aller. Il faut aller vers une semaine de 4 jours, 4 fois 8, 32. Il ne faut pas aller vers 60 heures. Je fais remarquer tout de suite que s'il y a du travail 12 heures par jour, et s'il y a du travail 60 heures par semaine, pourquoi il y a des chômeurs? S'il y a quelque chose qui ne colle pas. Donc en vérité, l'allongement de la durée du travail est une aberration. Nous avons eu 850 000 naissances depuis l'an 2000 chaque année. Ces jeunes arrivent sur le marché du travail, là, 2018, 2019, ils vont avoir 18 ans, 20 ans, ça passe vite le temps. Et jusqu'en 2030, il va nous arriver 400 000 demandeurs d'emploi de plus jeunes. Mais si on ne réduit pas la durée du travail, c'est foutu, on aura 10 millions de chômeurs. C'est ça le résultat. Et il y a quelque chose d'aberrant dans l'ensemble de cette discussion autour de la loi El Khomri. Le président Hollande, dans son avion pour aller en Nouvelle-Calédonie, là je crois, il a dit une phrase terrible. Il a dit, certes, ça ne fera pas d'emploi avant plusieurs mois. Mais c'est pour installer un nouveau modèle social. Ah bon? C'est pas pour l'emploi tout ça. C'est quel est le nouveau modèle social dont il est question? Celui de Valls, de M. Valls, qui n'a rien à voir avec la gauche maintenant, qui est en train de nous défendre quelque chose de totalement différent, quand il s'en prend aux migrants, même en Allemagne, ou quand il s'en prend à la déchéance de nationalité, et que maintenant, dans la dernière année du quinquennat, il casse le droit du travail. Qu'est-ce que c'est ce nouveau modèle social? Si c'est le modèle social, tout le monde est subordonné à l'entreprise, ou l'entreprise l'emporte sur la vie des humains, c'est le contraire du socialisme, c'est le contraire de ce pourquoi la gauche se bat depuis toujours. Et je peux rajouter quelques points dans le droit du travail, parce que les licenciements vont être facilités. Ensuite, il y aura, de façon simple et claire, des situations où l'employeur pourra, pour des seules raisons de commodité, parce qu'il aura perdu 3 € l'année dernière, allonger la durée du travail et baisser le salaire, de façon à ce que, soi-disant, son entreprise marche mieux et que surtout ses marges s'augmentent. Et bien, un employeur qui va faire ça, il pouvait le faire, c'était sous Sarkozy pendant 1 an, c'était sous Sapin, Michel Sapin, pendant 2 ans, et maintenant c'est pendant 5 ans. C'est-à-dire vous pouvez être soumis à des adaptations et des baisses de salaire, des modifications de contrat, sans que vous ayez la possibilité de vous en défendre. Parce que si vous en défendez, alors que c'est signé, eh ben vous êtes licencié sans droit. C'est-à-dire vous n'avez pas d'avantage du tout, protecteur, formation ou indemnité. C'est à votre tort si vous refusez cette nouvelle dictat de l'employeur. Et alors on va me dire, oui, mais il y a les syndicats majoritaires qui peuvent signer. Oui, syndicats majoritaires peuvent signer. Les syndicats, vous savez, il faut le savoir, quand ils sont élus, il y a un quorum. C'est pas comme les autres élections. On ne peut pas avoir 20% de votants puis être élu majoritaire. Non, il faut avoir 50% de participants exprimés. Donc vous voyez un peu ce que ça veut dire. Et donc les syndicats majoritaires sont vraiment majoritaires. Et bien là, la loi prévoit que les syndicats minoritaires, qui n'ont eu que 30%, puissent saisir le patron pour remettre en cause ce qu'auront décidé ou pas décidé les syndicats majoritaires. À 30%, vous dites au patron, je fais un référendum.
Eh oui. Et quand vous faites le référendum, là, il n'y a plus de quorum, il n'y a plus... ça peut se passer dans n'importe quelle condition, puisque c'est le patron qui le fait, qui le décide et qui dit je te mets à la porte si tu votes pas bien. C'est ce qui a été fait à Smart, en Moselle. C'est-à-dire le patron a exigé 39 heures payées 37 à la place de 35 heures. C'est illégal, parce que ça met indirectement en cause le SMIC par ailleurs. Mais quand il fait ça, les salariés sont partagés 56% pour un référendum, mais 62% des ouvriers sont contre. Les syndicats sont majoritaires, disent on ne signe pas. Et à ce moment-là, le patron va voir individuellement chaque salarié, et il fait signer à 90% d'entre eux, qu'on la trouille et le perdent leur emploi, il leur fait signer la même chose par papier individuel. Or, comme c'est maintenant ce qu'il y a, c'est plus la loi qui l'emporte, mais c'est le papier individuel, chacun sera soumis à ce traitement, comme ça s'est passé à Smart. Ou de la même façon, si vous voulez, à la FNAC, où le travail le dimanche, où maintenant, alors que les syndicats majoritaires s'y opposent, eh ben, ils pourront être contournés par des syndicats minoritaires, vous imaginez le bis-bis que ça créera, avec le patron qui fera un référendum pour pouvoir obtenir ce qui la majorité lui a refusé. Alors c'est terrible tout ça. On parle de dialogue social, il n'y en a plus là-dedans. Je fais remarquer tout de suite avec la loi El Khomri, elle était soumise à une autre loi, qui était d'il y a 4 ans, qui disait qu'on ne peut pas toucher au code du travail, au droit social, sans qu'il y ait préalablement négociation avec les partenaires sociaux. Là, ils ont oublié de le faire, comme par hasard. Alors que la loi, qui vient d'eux-mêmes, leur imposait de discuter, de négocier, de contractualiser avec les syndicats, soit par un ANI, soit sous une forme autre, et ils l'ont pas fait. Ils imposent le code par la violence, par un coup d'État. Ils menacent même du premier coup du 49.3 pour pouvoir faire ça. C'est vous dire si ils s'en foutent en fait. Le but est d'arriver brutalement, violemment à casser le code et imposer ce modèle social dont ils parlent, qui est un modèle libéral, qui est en rupture totale avec notre histoire. Et leur idée, c'est en gros que le contrat l'emporte sur la loi. Alors, méfiez-vous, si vous avez un contrat d'assurance, regardez ce qui est écrit en tout petit. Il y a toujours écrit pourquoi vous n'allez pas toucher la prime d'assurance. Les contrats en droit du travail, ça sera pareil. La loi, c'est beaucoup plus simple, ça protège le faible, tandis que le contrat, lui, il va contraindre le faible. Et le contrat, sur la loi, ça veut dire quoi? C'est ce qu'on appelle l'inversion de la hiérarchie des sources de droit. En vérité, jusqu'à présent, dans notre République, le droit venait des décisions du Parlement, de la loi universelle, et donc s'appliquait dans les entreprises les plus grandes aux plus petites. Et quand il y avait par ailleurs des négociations dans l'entreprise ou dans la branche, eh bien ces négociations pouvaient certes donner mieux que la loi, mais on retenait ce qui était le plus favorable aux salariés. Et on parle d'un principe de faveur. Alors, ce qu'ils font, c'est qu'ils inversent cette hiérarchie des sources de droit. Au lieu que la loi descende vers un ANI, un accord national interprofessionnel, vers un accord de branche, puis vers un accord d'entreprise et s'applique, maintenant l'accord d'entreprise pourra déroger à l'accord de branche, qui pourra déroger à un accord national interprofessionnel, qui pourra déroger à la loi. Ce qui fait qu'à la fin, vous avez 10 000 entreprises et vous avez 10 000 contrats, mais vous n'avez plus de loi. Et donc vous êtes soumis à la décision propre, à la particularité propre de l'entreprise et de l'employeur. Il n'y a plus de république, il n'y a plus d'état de droit. Et quand vous avez fait ça, il n'y a plus de principe de faveur non plus. Et donc vous allez avoir les choix imposés les plus douloureux. C'est comme ça qu'on va vous faire 12 heures par jour et 60 heures par semaine. C'est comme ça qu'on va vous mettre en cause le repos quotidien. C'est comme ça que, par exemple, les apprentis travailleront 40 heures au lieu de 35 heures. C'est pour ça que toute une série de mesures d'adaptation du droit des congés, par exemple. Vous avez droit à un congé si vous avez perdu un proche. Jusqu'à présent, c'était fixé par la loi. Maintenant, le principe du congé reste, mais c'est négociable avec l'employeur. Le gars, il vous dira, t'as ton après-midi, au lieu d'avoir 3 jours, ou d'avoir 4 jours, ou d'avoir 5 jours, selon que c'est un mariage, ou une naissance, ou un décès. Donc, c'est comme ça que la casse de la hiérarchie légale va se faire avec des négociations au petit coup, et puis vous aurez plus que le petit rapport de force. Vous direz, non, mais je marche pas, je veux 3 jours, je veux 4 jours, le gars dira, au revoir. Et donc vous serez menacé de licenciement. Et comme le licenciement est affaibli, vous ne pourrez pas vous défendre, vous ne pourrez pas résister, puisque vous n'avez plus de protection. Vous savez, le droit du licenciement, c'est la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948. C'est la Charte européenne des droits humains de 1999. C'est la Convention 158 de l'Organisation du travail, internationale du travail. Et ces textes disent 5 choses. 1, quand vous êtes licencié, ça doit être par écrit. Ça, Badinter ne le dit plus. 2, quand vous êtes licencié, ça doit être motivé. Là, ils sont en train d'attaquer la motivation. 3, vous avez la possibilité de vous défendre. Ça, il n'en est quasiment déjà plus question.
4, quand vous êtes licencié, vous pouvez avoir un recours devant les tribunaux. Et là, ils attaquent les prud'hommes pour qu'il y ait un barème qui vous empêche d'être réparé dans les torts que vous avez subis. Et il y aura une limite à l'indemnisation que vous pourrez avoir. Et 5, c'était prévu que vous soyez réintégré ou fortement indemnisé. Là aussi, c'est fini. Et ce sont des déclarations des droits de l'homme qui sont mises en cause. C'est même pas notre seul code du travail. Donc, une fois que vous avez plus la protection contre le licenciement, vous avez du mal à défendre vos droits en amont. Ce que vous dites au patron, paye-moi mes heures supplémentaires du mois dernier. Le gars, il vous dit rien, mais il vous vire. Comme il n'aura pas de motif à donner bientôt, eh ben vous n'aurez pas de possibilité de vous défendre en disant que c'est parce qu'il vous a pas payé les heures supplémentaires. Et donc l'affaiblissement des prud'hommes va de pair avec tout ça pour que vous ayez plus de possibilité de vous défendre devant la justice. Et l'affaiblissement de l'inspection du travail également, puisqu'elle-même elle perd son indépendance. Et puis l'affaiblissement de la médecine du travail, parce qu'on vous protégera plus contre la santé. La médecine du travail est morte dans le projet de loi. Vous allez être remplacé par des services de santé au travail. Ce sont des infirmiers à la place des médecins. Les visites ne sont plus obligatoires de façon préventive et elles sont tellement espacées que ça n'est plus une médecine de prévention. Et donc à partir de ce moment-là, vous n'êtes plus dans une sécurité même du point de vue de la santé. Vous imaginez, ça veut dire que les salariés inaptes vont être virés pratiquement du jour au lendemain sans protection. Je suis moi-même fasciné par cette ampleur de la destruction. Un petit détail que je veux dire aussi, parce que le travail le dimanche, les gens ne comprennent pas toutes les modifications, mais et je ne peux pas les expliquer toutes. Je l'ai fait sur mon blog. J'ai décortiqué les 45 mesures une par une. Allez le chercher, www.filoche.net. Et je vous en prendrai une encore. Par exemple, dans la nouvelle loi, c'est le patron qui décide de quand commence la semaine. On se dit, mais comment? La semaine, c'est plus le lundi? Ben non, peut être le mardi, peut être le mercredi. Et du coup, dans les grands magasins parisiens, ils se sont jetés dessus. Ils ont décidé que le dimanche était le 5e jour. Et comme il y avait 6 jours de travail et que le repos était le 7e, en fait le dimanche n'est plus le dimanche. Donc ils ne le majorent plus. Alors qu'ils rentrent dans les jours du préfet et que dans ce cas-là, il devait y avoir majoration. Et la deuxième chose, c'est qu'il devait y avoir un repos compensateur. Mais la loi ne dit pas explicitement que le repos compensateur va être payé. Donc il n'est pas payé. Donc en vérité, avec cette astuce sur la façon d'organiser la semaine, ils évitent le problème du dimanche légalement et il n'y aura aucune majoration pour ceux qui sont obligés de travailler le dimanche. Vous savez, les patrons sont sans limite quand il s'agit d'obtenir des marges. Ils sont sans limite quand il s'agit d'obtenir des dividendes. La France est le pays, l'année dernière, en 2015, qui a obtenu le recordman de versement de dividendes. Il n'y a pas de crise, la France n'a jamais été aussi riche. C'est pas parce qu'il y a une obligation pour faire de l'emploi qu'on nous impose tout ça, c'est le contraire. C'est parce qu'ils veulent encore plus de marge, encore plus prendre sur notre travail, encore nous laisser moins de droits. C'est pour ça que l'ensemble de ceci se passe. Et donc c'est pour ça qu'il faut aussi qu'on le comprenne, qu'on décortique, qu'on fasse de l'éducation populaire, qu'on le défende, le Code du travail. Le Code du travail, c'est un droit intime pour chacun de nous, même pour celui qui ne le connaît pas. C'est un droit essentiel, c'est un droit vital. C'est aussi le droit le moins enseigné. C'est l'occasion de l'enseigner. C'est le droit le plus dénigré, c'est le droit le plus fraudé. C'est une histoire, je l'ai dit au début, d'un siècle. C'est un texte fait de sueur et de sang, de lutte et de larmes. C'est l'indice de mesure d'une civilisation. C'est pour ça qu'il faut se mettre tous en mouvement, qu'il faut tous se réveiller, qu'il faut tous se battre ensemble et dire stop, on ne peut pas laisser passer ça. On n'est pas dans une situation de routine. J'ai dit que c'était une bombe. Il faut se lever contre cette guerre qu'on mène contre chacun de nous. Et ceux qui ne le comprennent pas vont le comprendre lentement quand ils verront tout changer dans leur vie, dans l'entreprise. C'est maintenant qu'il faut se mobiliser avant que la catastrophe arrive, avant qu'ils nous vainquent, avant qu'ils nous retirent tout ce que nous avons mis tellement avec nos pères et nos grands-pères d'énergie pour gagner. Les salariés doivent être dignes, doivent être respectés, ils doivent avoir des horaires, ils doivent avoir un salaire, ils doivent avoir une progression de carrière, ça doit être stable. Rien ne nous oblige à renoncer à ça.